nous évoquions le Burundi avec le décret signé par le président Pierre Nkurunziza, décret interdisant la fabrication, l'importation, le stockage, la vente et l'utilisation de tout sachet et autres emballages plastiques. Alors, Adam Adjournou, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être avant, d'espérer que ce décret entre véritablement dans les habitudes, une éducation, une sensibilisation même des masses, parce que si les gens les utilisent, c'est qu'ils n'en connaissent pas les dangers. Les dangers, voilà, tout à fait. Et vous savez, moi je me dis que pour ces 18 mois moratoires ou probatoires qu'il a donné à la population, il devrait quand même utiliser une bonne partie pour sensibiliser la population, parce que l'une des causes fondamentales souvent de ces utilisations, c'est qu'on ne sensibilise pas assez. Et lorsque même les ONG ou les associations qui sont dédiés à la cause vont, vous voyez, c'est quand même une groupuscule qui rencontre, ne vont pas vraiment dans le bas peuple réellement pour les expliquer. Et ce qui est aussi marrant dans ces habitudes-là, moi je me dis que souvent ces décrets, ou même s'il advenait éventuellement que Nkurunziza, comme on le connaît, bon, vous savez, c'est l'homme, il n'est plus à décrire. C'est vrai qu'il peut passer outre la sensibilisation et puis appliquer la méthode militaire pour contraindre la population à rentrer vraiment dans les rangs par rapport à cela. Mais ce que je me dis souvent... Mais sans sensibilisation, il n'a pas de chance de réussir. Parce que tant que les gens ne sont pas informés, de la décision, ce serait difficile. C'est ce que nous disons, parce que vous savez... On peut dire nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais ici, c'est une décision qui a été prise et pour changer les habitudes de la population. Donc, il faut nécessairement une sensibilisation. Tout à fait, mais vous savez... C'est la même chose que certains gouvernements font en Afrique. Oui, le on prend de belles décisions, mais... est un pays isolé entre griffes, parce que vous savez, lorsque la personne a souvent utilisé des méthodes qui vont à l'encontre même des libertés fondamentales, il va de soi qu'on puisse quand même lui prêter des intentions qui ne vont pas dans ce sens-là. Mais ici, il s'agit de l'environnement. Nous sommes d'accord. C'est pas la politique nécessairement. Mais s'il le prenait dans le bon sens, on va applaudir. Mais non, c'est une bonne décision. Ça doit être applaudi. Mais ce qui est marrant, moi, je me dis, dans tous ces pays où ces décrets n'ont pas marché, c'est que vous allez voir que c'est au niveau des capitales ou des grandes villes seulement qu'on a appliqué. On ne va pas dans les tréfonds des pays pour mettre en application, parce que les gens sont là dans les villages. Et puis bonnement, bon, vous savez, les commerçants, sachant bien sûr que c'est dans la capitale que cela va être appliqué, où le bâton serait là, vont quand même déverser tout ça là dans les villages. Et là, on reviendra même le prix des fois. Diminuer le prix et on n'arrivera jamais à combattre ce fléau-là. On repartira toujours de nouveau et c'est vraiment dommage. Vivien, c'est vrai qu'il y a un décret, mais qu'est-ce qu'on fait du manque à gagner? Parce que c'est des entreprises qui produisent, qui vendent, etc., qui payent également les taxes, les impôts, qui ont des employés qui sont payés et tout ça. Vous savez, sauf dans certains pays occidentaux, la vente de la drogue est interdite. C'est comme la vente du carburant illicite. Bon, mais ça, c'est pas une activité régulière mais justement, qui est reconnue et qui est comptabilisée. Mais qui existe. Oui, et qui existe aussi des pertes. Qui existe. Donc, quand le gouvernement prend la décision de lutter contre la vente du carburant illicite, par exemple, on ne va pas dédommager les jeunes pour qui on a ramassé des bidons de carburant. Ça, c'est clair. Quand on t'attrape avec la drogue, on ne te dédommage jamais, quel que soit ce que tu as utilisé pour acheter de la drogue. Ça doit être la même chose pour les décisions pour lutter comme des fléaux comme ce genre. C'est une décision politique, c'est une décision de l'État. Ici, au Burundi, le pouvoir a eu quand même le temps d'accorder quand même un délai de grâce de 18 mois, ce qui est trop d'ailleurs. Parce qu'à mon sens, déjà 6 mois, ça suffit pour prendre des décisions. Mais ceux qui font ce genre de commerce savent aussi que du moment où on a commencé par l'interdire dans certains pays, ça va venir tôt ou tard. Il fallait s'y préparer.
Donc, on appelle Pour ça... combler surtout le manque à gagner avant que la On décision appelle ça n'arrive. localement du smuggling. Quand tu fais du smuggling ou du trafic, tu sais qu'à un moment, C'est la contrebande. il faudra, la contrebande, il faudra quand même payer, c'est-à-dire que tu vas faire la perte, parce que le jour où la loi s'applique, effectivement, on ne va pas te faire cadeau. Je n'ai jamais vu un vendeur de carburant illicite remboursé par la police ou la gendarmerie parce que on a ramassé ces bidons d'essence. Donc aujourd'hui, il faut dire, dans le sens de la protection de l'environnement, c'est une bonne décision. Tout ce qui reste pour le Burundi, c'est l'application. Et je crois que chez nous aussi, on devrait penser à sensibiliser la population pour que nous, chez nous, les décisions existent déjà, mais il faudra l'appliquer. Il faut que déjà à la douane, parce que le problème qui se pose aussi, c'est à la douane. C'est à la douane, oui. Parce que que ce soit par l'aéroport ou par les frontières terrestres, mais la douane contrôle un peu ce qui reste, ce qui rentre dans le pays. Donc quand une décision est prise comme cela, et on autorise encore que le sachet rentre dans le pays, on aura du mal, même après les 18 mois, à pouvoir épurer ce qui est rentré. Adam, il ne faut pas aussi peut-être oublier la porosité de nos frontières. De nos frontières, tout à fait. Hein, comme venait de le dire Vivien Tomi, c'est vrai, parce que c'est paradoxal. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans nos pays, le Togo, par exemple, où on interdit l'alcool éthylique. Mais au même moment, la douane perçoit des taxes sur le produit. Et au même moment, lorsque le produit rentre dans le pays, il y a la gendarmerie ou le SRI qui s'attaque aux commerçants. Vous voyez, ça, là, par exemple, ça ne fait pas bonne presse à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays prenne des décisions pour interdire quelque chose. Au même moment, on autorise la douane à percevoir des taxes et on arrête ces commerçants. Vous voyez, à l'international, ça n'encourage pas les opérateurs économiques à venir s'installer dans ces genres de pays. C'est comme les propriétaires de terrains ou de maisons qui ont des titres fonciers auprès de l'État. Et le même pays, les mêmes dirigeants reviennent pour leur dire, mais on va casser votre maison parce que vous êtes... tel. Alors, des maisons qui payent l'électricité à l'État et qui ont bénéficié effectivement de l'installation de l'État pour l'électricité se retrouvent à casser, ainsi de suite. Je pense qu'il y a effectivement un laisser-aller au niveau de nos dirigeants, ce qui fait qu'on va continuer par indexer l'Afrique de ce continent-là, toujours en retard, en toutes choses. En matière d'environnement, imaginez l'importance de la forêt, de la faune et de la flore de l'Afrique. Maintenant, comment sauvegarder cette faune et cette flore qui est en train de disparaître? On ne fait pas cet effort. Bon, je ne suis pas non plus d'accord quand on me dit que le sachet peut prendre plus de 3 siècles avant de disparaître, parce que les études ont estimé, mais à mon humble avis, ce n'est pas vérifié, parce qu'il y a des sachets... C'est des études. Oui, c'est des études qui ont... C'est une estimation. Non, c'est une démonstration. C'est une estimation. Mais ce qu'il faut reconnaître... Entre 300 et 600 Oui, bon, donc disons 6 siècles carrément. Bon, on a fait l'étude sur... On a fait l'étude sur 10 ans au moins, j'espère. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le sachet ne permet pas effectivement l'écoulement rapide de l'eau. Et vous avez la preuve dans nos capitales africaines où une petite pluie déjà, presque tous les quartiers sont inondés. Tout simplement parce que l'eau n'arrive plus à retourner à la terre, d'où elle vient. Donc je crois qu'il est important d'expliquer à la population effectivement la nécessité de lutter contre l'utilisation de ces plastiques. Et ce n'est pas les moyens forts qui vont effectivement pousser à une prise de conscience, mais c'est plutôt la sensibilisation. Il faut mettre à profit les médias. De sensibilisation, mais je veux donner juste l'exemple de la cigarette. On sait que depuis un moment, il est interdit de fumer dans un lieu public, mais on en a partout. Et puis, ceux-là même qui inhalent la fumée, qui ne sont pas non-fumeurs, qui ne sont pas fumeurs, ne réagissent pas parfois. Oui, c'est ça le paradoxe un peu dans nos pays. Voilà pourquoi moi je dis que ces décisions-là, lorsqu'on les prenne, c'est vrai parce que c'est la volonté politique de pouvoir interdire catégoriquement ces sachets-là ou que ce soit la cigarette. Parce que s'il y avait une volonté nécessairement de pouvoir interdire, c'est vrai qu'on a... Non, c'est difficile d'interdire la cigarette. Non, il y a des fumeurs. On peut réduire. Mais quand même, il y a les conséquences qui sont toujours là. Parce que les non-fumeurs, tu peux être là. Parce que tu sais même qu'en allant même réclamer, tu n'auras même pas gain de cause.
quoi qu'on dise. Tu n'auras pas donné. Non, pour la cigarette, je crois que dans un pays comme le Togo, c'est les citoyens eux-mêmes qui refusent de faire appliquer les dispositions relatives, effectivement, à la fumée en public. Parce que l'État togolais, par exemple, a pris des dispositions pour dire c'est interdit maintenant de fumer en public. Mais quand les citoyens s'asseyent dans un lieu public et d'autres viennent fumer et ils ne disent rien, quand tu appelles la police, tu leur dis je porte plainte parce qu'on fume, le policier va se moquer de toi, il va dire mais tu reviens de la France, hein, prends le temps de connaître le Togo. Alors les décisions sont prises par les politiques. Est-ce qu'en France ça s'applique? Oui, ça s'applique. Ça s'applique. Mais dans nos pays aussi, si tu es exigeant, c'est appliqué. Mais si tu n'es pas exigeant, on ne l'applique pas. J'ai vu des tenants de restaurants qui ont mis il est interdit de fumer ici. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que dans les pays occidentaux, quand on met interdit de fumer, on met un autre coin où on dit espace fumeur. Donc vous pouvez aller vous pouvez aller vous tuer là-bas. On va peut-être suivre le cas burundais. On sera ici, si Dieu nous prête vie, dans 18 mois. On verra ce que ça va donner. On va maintenant vers le Mali. Soumaïla Cissé appelle la population à se lever. Le candidat de l'opposition a rejeté lundi à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle, appelant le pays à se lever face à la dictature de la fraude après un scrutin qui s'était pourtant déroulé dans de meilleures conditions sécuritaires qu'au premier tour. Les résultats du duel entre le président sortant favori Ibrahim Boubacar Keïta et son rival Soumaïla Cissé doivent être prononcés en milieu de semaine par la Cour constitutionnelle. Mais d'ores et déjà, nous les rejetons, a lancé à ses partisans M. Cissé. J'ai toujours envie sur ce genre de sujet, Adam Adjornou, de demander, c'est typique des oppositions africaines. On participe à un scrutin qu'on a dénoncé et après on poursuit la dénonciation. Ouais, vous savez, l'affiche de ces élections au Mali ressemble toujours à ce qu'on a vu en 2013, lorsque les deux au second tour. Donc, moi, je me dis, sur toute la ligne, on aura quand même à assister aux mêmes conséquences. Mais ce qui est marrant, c'est vrai que avant le premier tour, il y avait des irrégularités relevées par l'opposition, notamment. Mais par après, ils sont entendus quand même à aller aux élections. C'est la même chose qu'on a constaté après le premier tour. Et ils sont entendus à aller aux élections. Mais subitement, je ne pense pas qu'il revient quand même à l'opposition malienne, notamment Soumaïla Cissé, de pouvoir dénoncer, puisque nous avons déjà les observateurs. Par exemple, l'Union européenne qui a dit n'a pas constaté de fraude sur le terrain. Sauf qu'il y a eu des irrégularités. Et ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des irrégularités parce que le taux d'abstention semble même être dépassé le premier tour aujourd'hui. Et surtout, Soumaïla Cissé, aujourd'hui, lorsqu'il revient, je me dis qu'aujourd'hui, il est dans une prédisposition de contester ces élections-là parce que, il n'a pas su rassembler l'opposition. De son côté, il y a, disons, les faiseurs de roi qui devaient l'être, l'ont boycotté. Et d'abord, il y en a parmi eux qui n'ont même pas voté. Donc, ça voudrait dire qu'ils ne devaient pas s'étonner de ces résultats-là en avance. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, je pense que lui-même, il a reconnu de facto qu'il a perdu les élections, mais ne voulant pas reconnaître comme il avait fait, parce qu'en 2013, quand même, il a montré un bon démocrate. Il l'a félicité avant même la proclamation. Mais cette fois-ci, il a pris quand même le revers de la médaille. Il conteste les élections. À partir du moment où même on n'avait même pas commencé par compiler même les résultats. Donc moi, je me dis que c'est de la mauvaise foi qui se dessine de ce côté-là. Malheureusement, c'est un pays que nous connaissons tous, un pays déjà en crise. Et lorsque ces élections où il appelle déjà la population à révolter, moi je pense que c'est créer encore le pire pour ce pays-là qu'on ne souhaiterait pas, parce que déjà, que ce soit nos compatriotes, que ce soit d'autres Africains ont déjà perdu pas mal de vies dans ce pays-là. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on sorte gagnant et que les oppositions commencent par se montrer vraiment à la mesure de la chose démocratique pour qu'on n'arrive pas à connaître ces protestations qu'on ne connaît seulement pour les oppositions en Afrique. Vivien Toby, c'est les agitations d'un mauvais perdant, enfin quelqu'un qui sait qu'il a déjà perdu. Bon, Cissé a déjà habitué l'opinion nationale et l'opinion internationale à ces interventions rapides.
il est toujours pressé, il n'entend pas. Parce que aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'il semble connaître déjà les résultats que la Cour constitutionnelle va effectivement proclamer. Il se donne 51,93% des suffrages contre 47,53% pour Ibeka. Comme tous les politiciens de l'opposition vont le faire. Maintenant, est-ce qu'il a tous les résultats de tout le pays? C'est ça le problème. Même pas encore et moi, compilé, je l'ai suivi en interview. Il disait que hier à 4 heures du matin, il avait une partie des résultats. Mais attends d'avoir les résultats en totalité pour le pays. Et tu peux dire, en tenant compte des résultats que nous avons pu effectivement compiler, et des résultats des Nations Unies qui sont là aussi, sur le terrain, et des résultats de certains observateurs, et les résultats de tel ou tel parti politique, nous estimons que nous sommes en avance. Et là, il ne faut pas dire que vous dénoncez d'avance ce qui sera proclamé du moment où ce n'est pas encore proclamé, donc ce n'est pas public. Si vous êtes même au courant de ce qui sera proclamé, vous devez vous abstenir de le dénoncer, puisque vous devez plutôt donner les résultats que vous avez et dire qu'en se fondant sur tel résultat qui couvre tout le territoire malien, nous avons eu tel pourcentage et nous pouvons dire que nous sommes largement en tête et nous pouvons déjà appeler nos militants à commencer par faire la fête. Mais là, on a comme l'impression qu'il veut juste préparer les esprits pour que tout le monde dise quand les résultats seront proclamés, mais oui, Cissé nous avait dit ça, il a dit qu'on allait le tricher, et puis bon, on appelle la population à un soulèvement. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui est très grave. On appelle à tous les Maliens à se lever. Oui, mais ils vont se lever pour faire quoi? Pour qu'on tire sur eux? Mais c'est comme le dit mon confrère, mais écoutez, l'Afrique a déjà perdu beaucoup de personnes là-bas. Le Togo a envoyé beaucoup de militaires qui se sont fait tuer, malheureusement, et ce qui se dépense même en termes de finances. Voilà, parce que ce n'est pas seulement les Nations Unies qui dépensent, pratiquement tous les pays, parce que quand vous envoyez des militaires en mission, que ce soit le Togo ou d'autres pays, quel que soit ce que les Nations Unies vont payer pour ces militaires, ces militaires ont droit aussi d'avoir effectivement des per diem ou des frais de mission au niveau du pays. Donc, le plan national, même du moment où nous sommes solidaires, nous avons dit que nous allons éteindre le feu de notre frère qui est en train de brûler. Il faudrait que les politiciens maliens puissent faire un effort pour sortir le pays de la crise. Et il ne faut pas déjà crier une crise, il ne faut pas créer des violences en appelant les citoyens à un soulèvement. Ce n'est pas normal. Le même Soumaïla Cissé, vous l'avez dit en 2013, avait déjà reconnu avant même la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle sa défaite. Alors si en 2018 il refuse de le faire, c'est peut-être qu'il a de bonnes raisons. De bonnes raisons, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, Soumaïla Cissé, s'il avait de bonnes raisons, d'ailleurs, mais ces bonnes raisons-là seraient connues par tous, parce qu'aujourd'hui, la politique africaine, que ce soit la politique internationale, je pense que les paramètres ou le schéma qu'il faille dessiner, du moins une certaine victoire au niveau de Soumaïla Cissé, ou du moins sur l'opposition, devait être dessiné d'avance, ce qui n'est pas le cas. Il était non, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire avec précision que Soumaïla Cissé a gagné ou non. Non, on ne peut pas dire non plus qu'il a perdu. Nous sommes d'accord, mais quand même, je me dis, si aujourd'hui lui-même reconnaît déjà qu'il ne va pas accepter ces résultats, ça voudrait dire quelque part que ne vont pas en sa faveur. Oui, mais il va trop vite en besogne. Mais nous, par contre, nous ne pouvons pas dire à cette heure où nous sommes dans ce studio que Soumaïla a perdu ou a gagné. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, on ne dit pas forcément que quelqu'un a gagné ou quelqu'un a perdu. Voilà. Mais quand même, le schéma laisse présager que les choses n'iront pas à sa faveur. Voilà pourquoi lui-même, il a dévancé même que ce soit les observateurs en disant que voilà, qu'il ne reconnaîtra pas les résultats issus de ces élections-là. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, il n'a pas su
rassembler l'opposition ou ceux qui étaient venus à la tête de... Oui, mais ce n'est pas une raison. Nous sommes d'accord, mais au-delà de tout... Qui montre qu'il a perdu ou il a gagné. Hein? Non, je suis d'accord, mais s'il gagnait, s'il devait gagner, il n'allait pas quand même dire que voilà, lui, il contestait les résultats qui allaient à sa faveur. Est-ce qu'au-delà de tout, peut-être on sait que Soumaïla Cissé doit avoir ses représentants, ses délégués dans les bureaux de vote. Peut-être les retours qu'il a ne lui sont pas favorables. Alors il joue dessus pour créer une situation insoutenable. Hein. Oui, c'est là où on ne peut pas comprendre M. Cissé, qui est quand même un fonctionnaire international et qui a beaucoup d'expérience. Lui-même, il a dit dans son interview ce matin que hier, à 4 heures, lui, il avait déjà les résultats d'une partie du territoire et qu'il serait en tête. Mais quand toi-même tu énonces déjà que c'est une partie du territoire, tu es obligé d'attendre d'avoir tous les résultats. Une bonne partie. Je ne comprends même pas pourquoi en France on fait les élections présidentielles le même jour. On a les résultats et qu'en Afrique, vous savez, en Afrique, malgré le développement numérique, le développement des technologies, nous sommes là, même au niveau des candidats, à attendre d'abord pour avoir la population. Il y a peut-être par ironie quelqu'un qui dit que bon, dans les pays africains, on connaît les résultats avant oui, mais c'est ce qui n'est pas normal. Parce que moi, je pense que les candidats de l'opposition en Afrique doivent prendre les mesures en essayant de bénéficier des atouts de la technologie pour faire leur compilation, avoir leurs résultats. Moi, je vous dis que les élections de 2010, les élections de 2015, le jour même de l'élection, aux alentours de 5 heures du matin dans la nuit, les institutions internationales, les ambassades qui étaient au Togo avaient déjà tous les résultats. Et comment ça s'est passé? Bon, même au niveau de la CENI, il paraît qu'on avait les résultats avec le système succès. Non, la CENI a toujours les résultats. La confiance des candidats. La CENI a toujours les résultats à temps, mais on passe vraiment à dire, bon, il faut que tel envoie d'abord, il faut tel envoie. Parce qu'aujourd'hui, avec le système numérique, et on a la chance d'avoir maintenant WhatsApp, à peine le procès verbal a été signé par les membres de bureau, votre délégué prend juste une photo et envoie à votre QG et vous faites la compilation. Ça peut aussi ne pas fonctionner. Quand on coupe, quand on arrête l'électricité ou bien l'Internet. Cette position, Adam Adjonou, c'est que, par exemple, dans le code électoral que je connais bien, celui du Togo, on donne jusqu'à 6 jours à la CENI pour proclamer les résultats. Ça veut dire qu'on tient compte que bon, c'est difficile d'acheminer les bulletins et tout ça dans les CELI pour les calculs. Oui. Sauf que le législateur n'avait pas pensé à l'Internet en ce temps-là. Il y a ça, mais non. C'est comme le code de la presse et de la communication. Non, le législateur n'avait pas pensé à l'existence des presses en ligne, donc à l'existence de l'Internet. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'avec l'évolution, ils ont tenu compte quand même de ces aspects-là pour pouvoir compiler les choses rapidement. Mais ce que j'allais dire, là n'est même pas le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que nous, les pays africains, du moins c'est la CEDEAO, devait commencer par faire confiance à nos organismes sous-régionaux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la CEDEAO ne fait plus tellement du cadeau. C'est vrai, on l'a connu, il était dans les aspects de discours, mais depuis un moment, nous avons connu qu'il y a eu vraiment des évolutions. Et aujourd'hui, rappelez-vous, lors du premier tour de ces scrutins-là au Mali, c'est vrai qu'à la dernière minute, on a accepté que Soumaïla Cissé puisse faire les décomptes des voix au niveau de la CENI, quand même en lui rappelant que ça n'a pas de valeur juridique devant la CENI, certes, mais on lui a autorisé. Je pense qu'il peut toujours continuer par faire la même demande. Même au Togo, tous les citoyens, si vous faites la demande, vous pouvez consulter, effectivement. Togo, les gens ont fait, mais ça n'a pas été accepté. Oui, si vous faites la demande, vous pouvez. Mais ce n'est pas facto. Là, marquer la pause. Après le journal, on va revenir au Nigeria.